Bonsoir à tous, merci d'être là, y compris ceux qui n'étaient pas là hier soir, ce qui n'est pas bien, mais bon, tout de même. Donc, je vous avais prévenu, vous allez me voir tous les soirs. Je vais essayer de combler l'absence éventuelle de certains hier soir en rappelant ce qu'on a fait hier soir pour la première soirée des rencontres. Hier soir, on a vu un film de style un peu particulier, puisqu'il a mélangé un fond très lourd d'informations dont on a été abreuvé de manière très rapide, à toute vitesse, avec une forme assez légère qui était plutôt ironique, puisque elle faisait état d'une certaine incrédulité, d'une part quant aux intentions de nos responsables économico-politiques, à propos de COP21 par exemple, mais aussi une incrédulité par rapport à nos propres convictions de citoyens, nos convictions écologiques de citoyens. Et voilà, c'était un film assez intéressant de ce point de vue-là. Là-dessus, nos invités, Augustin Berck et Valérie Cabane, ont fait état de leurs travaux. La juriste a fait état d'un certain progrès des droits, même si ces progrès étaient relativement insuffisants, tandis que le philosophe, lui, il a insisté sur une histoire relativement longue, spécifiquement moderne, histoire de nos droits, mais aussi de nos devoirs, a-t-il rappelé, histoire qui, depuis l'art de la perspective jusqu'au sujet cartésien, a entériné la fiction abstraite d'une humanité sans corps, ni lieu, ni chose, au lieu du tissu de relations de ce milieu où se trouve en réalité tout être. Il est difficile de résumer une discussion, mais je vais essayer de le faire quand même, du moins de mon point de vue. Il me semble que la discussion a tourné autour de ces droits et devoirs, et surtout de ce qu'ils impliquent en termes de responsabilité, même si cette affaire est une affaire complexe et nullement mécanique. Qu'est-ce que c'est que la responsabilité ? En tout cas, ce que j'ai retenu de la discussion, c'est que qu'on parle de responsabilité individuelle ou de responsabilité collective, au fond, ça revient à peu près au même. Qu'elle soit rassemblée, cette responsabilité, ou qu'elle soit éparpillée. Il me semble que dans les deux cas, nous avons montré qu'elle dédouanait un peu trop facilement les décisions délibérées, situées et portées par des profits tout à fait matériels, souvent cachés sous le masque de la nécessité. Dans une telle nébuleuse de responsabilité, collective ou individuelle, tous les chats sont gris et il est bien difficile de s'y repérer. La discussion a donc évoqué, me semble-t-il, un régime commun, à l'écart du dualisme abstrait de l'individu et de l'État, en demandant ce régime commun est-il possible ? J'espère que nous allons continuer à nous poser cette question et peut-être à essayer d'y répondre aussi aujourd'hui. Après ce film d'hier, qui était donc plutôt charmant, non, mais enfin plutôt séduisant, en tout cas séducteur, j'ai le regret de vous informer que ce soir, vous allez voir un film beaucoup moins séduisant, beaucoup moins séducteur. Heureusement, il est un peu plus court, 47 minutes, qui s'appelle La bombe. Donc vous avez déjà deviné le sujet, il s'agit de la bombe atomique. Je vous laisse découvrir ce film, mais je dois vous prévenir qu'il est beaucoup moins rigolo que celui que nous avons vu hier. Voilà. Enfin, j'ajoute que Bruno Latour, qui était prévu ce soir, n'est pas là. Par contre, Sophie Houdard, elle est là. Elle est venue toute seule à pied, quasiment, depuis Paris. Pas tout à fait à pied, mais tout de même. On remercie beaucoup Thibaut de l'avoir conduit jusqu'à nous. Et donc, pour remplacer Bruno Latour, il y a Nicolas Prignot, qui est là, lui, depuis 2 jours. Voilà, donc on fait comme d'habitude, on voit le film, on discute après, à tout à l'heure.
Bon, désolé, mais je vous avais prévenu tout de même. Il fallait bien faire une place dans notre semaine, nos 5 jours. Il fallait bien faire une place au catastrophisme, enfin à l'idée au moins de catastrophe. Alors ce film est clair là-dessus. Il se veut quand même une alerte. Et puis bon, la deuxième raison, c'est qu'au fond, cette catastrophe atomique, elle nous a précédés, c'est-à-dire que même si on l'a un peu oublié, c'est un film de 65, mais c'est dans nos têtes quand même, la bombe atomique. Et même si on ne le dit pas trop, quand on parle d'anthropocène, il faut bien faire cette comparaison, même si elle est un peu bancale. Enfin, on en saura plus peut-être avec la discussion. Voilà. Sophie Houdard et Nicolas Prignot sont là, c'est génial. Donc, ils vont se présenter et vous causer un petit peu. Et les micros se baladent toujours dans la salle dès que vous levez la main. Bonsoir tout le monde. C'est vrai qu'avec une programmation pareille, on se demande qui va venir demain soir. Parce que franchement, moi, c'est mieux demain soir. D'accord. Donc vous avez fait le pire. Merci beaucoup pour cette invitation et aussi pour l'occasion que ça m'a donnée, en tout cas, je parle en mon nom là, de découvrir ce film. Je ne connaissais pas le travail de Peter Watkins. Je suis complètement ignare du point de vue du cinéma documentaire et j'ai appris depuis que je sais qu'on doit faire cette table ronde que Peter Watkins occupe une place assez particulière dans le cinéma documentaire parce qu'il travaille à la frontière, et c'est une évidence avec le film, entre la fiction et le réel. Et là, on voit à quel point les différents registres, on va en reparler un peu, se mêlent. Et donc, pour plein de raisons, en fait, ce film-là m'a beaucoup touchée. Peut-être qu'on va commencer avec Nicolas par dire quelques mots chacun, c'est-à-dire la position qui est la nôtre pour parler depuis ce film plutôt que sur ce film peut-être. Donc en quelques mots, mon nom est Sophie Houdard, je suis anthropologue dans un laboratoire d'ethnologie à l'université de Nanterre et je travaille depuis une vingtaine d'années maintenant sur le Japon. J'ai réalisé plusieurs enquêtes de terrain sur des sujets assez différents mais qui portent toutes sur le Japon contemporain et plutôt les aspects assez technicisés du Japon. Donc c'est pas le Japon qu'on reconnaît facilement comme étant le Japon culturel, si vous voulez, mais je me suis intéressée par exemple aux pratiques scientifiques au Japon, je me suis intéressée à l'architecture contemporaine, au milieu de l'art contemporain au Japon. Et puis j'ai été un peu rattrapée par un événement d'actualité, puisqu'il y a eu la catastrophe de Fukushima en mars 2011, et que la question évidemment s'est posée tout de suite à moi de savoir quoi faire de ce qui était en train d'arriver. Est-ce qu'il fallait que je continue à développer le projet que je venais juste de mettre en place sur l'art contemporain, mais d'un coup ce qui venait d'arriver dans la région de Fukushima, dans le nord du Japon, dans cette région qu'on appelle le Tohoku, semblait me remettre un peu les pendules à l'heure d'une certaine façon, et donc j'ai commencé un projet de recherche. Excusez-moi, ouais. Tu peux t'approcher un peu plus du micro s'il te plaît. Voilà. J'ai commencé un projet de recherche donc depuis 2012 qui porte sur la vie après la catastrophe de Fukushima. Et donc en tant qu'anthropologue, je travaille sur la base d'enquêtes de terrain. Donc je me rends dans la région de Fukushima une fois par an. Et j'ai assez rapidement fait le choix de, plutôt que d'aller dans des endroits... enfin, disons que j'ai assez rapidement fait le choix de m'installer dans une échelle de temps longue, c'est-à-dire ne pas... appréhender ce qui s'était passé en mars 2011, donc cette triple catastrophe, un tsunami, un tremblement de terre et une catastrophe nucléaire. J'ai décidé de ne pas l'appréhender à l'échelle de l'événement, mais plutôt à l'échelle de ce qui continue de se produire, donc sur une échelle de temps long. Et donc chaque année, je vais
je me rends dans la région de Fukushima, à différents endroits, mais notamment dans une exploitation agricole qui est à une 50aine de kilomètres de la centrale de Fukushima Daiichi, qui est une des centrales qui a explosé, dans une région qui a la particularité, on en reparlera après, ça m'intéresse beaucoup par rapport au film, dans une région qui a la particularité de ne pas avoir, où les gens n'ont pas été évacués. Voilà. Donc le village voisin, les gens ont été évacués, ils ont été déplacés dans des logements temporaires, ils commencent à revenir aujourd'hui, puis il y a eu d'énormes chantiers de décontamination, on a enlevé des terres, enfin vous avez dû voir aux informations, ou peut-être des reportages sur ces chantiers de décontamination. Dans la région, dans le village où je me rends chaque année, les gens n'ont pas été déplacés, ils étaient dans une zone considérée comme habitable. Ils vivent néanmoins avec de faibles doses de radioactivité, mais des doses quand même, et ils apprennent bon an mal an à vivre avec cette radioactivité, et c'est ce vivre avec, dont il a aussi été question dans le film, qui m'intéresse. Peut-être Nicolas, je te laisse te présenter. Oui, merci. Donc moi c'est Nicolas Prignot, je viens de Belgique, je travaille à l'Université libre de Bruxelles. De formation, je suis physicien et philosophe, et donc je me suis intéressé depuis très longtemps aux questions qui mêlent science et philosophie, mais plus particulièrement sur les questions d'environnement. Donc c'était depuis toujours, c'est ça qui m'a motivé à travailler, on va dire. Et donc j'étais passionné, et ma thèse porte sur un auteur de philosophie qui s'appelle Félix Guattari, qui à la fin de sa vie était militant dans les deux partis de l'époque écologiste français, et qui a écrit un tout petit ouvrage pour ses amis militants qui s'appelle Les Trois écologies, dans lequel sa proposition est de dire que chaque problématique écologique finalement articule de manière chaque fois différente, mais malgré tout à chaque fois des problématiques de qu'est-ce que c'est que la nature, qu'est-ce qu'on considère comme étant... Alors évidemment, il faudrait discuter longuement sur ce que ça veut dire, mais enfin, comment est-ce qu'on produit une nature, donc qu'est-ce qu'on considère comme étant ou n'étant pas, faisant partie des choses qui existent, n'existent pas, etc. Et des problématiques mentales, donc des problématiques... Guattari était psychiatre, enfin psychanalyste dissident plutôt aussi, il travaillait dans un hôpital psychiatrique qui s'appelait Laborde, qui s'appelle toujours Laborde d'ailleurs, qui est au bord de la Loire. Donc des problématiques mentales et des problématiques sociales, et qu'en fait on ne peut jamais, selon lui, penser un problème écologique si on ne pense pas à une espèce d'articulation toujours problématique, mais entre ces trois types de registres et de domaines. Donc moi c'est ça qui m'avait un peu passionné, et voilà, j'ai travaillé sur des problématiques qui me semblaient intéressantes parce qu'elles articulaient ces trois domaines-là. Donc j'ai écrit sur les malades des ondes électromagnétiques, donc les gens qui souffrent des téléphones portables qui s'appellent les électrosensibles, et pour qui c'est une problématique écologique parce que le milieu dans lequel ils vivent est saturé en général d'ondes électromagnétiques. Donc c'est à la fois un problème écologique, un problème de comment on vit collectivement, un problème de nature, qu'est-ce qu'on met dans le monde. Et alors c'est aussi un problème mental parce qu'on les accuse évidemment de pas vraiment souffrir des ondes, mais de souffrir de maladies psychiatriques, et qu'ils souffrent pas vraiment de ça, mais qu'en fait c'est dans leur tête. Et donc il y a aussi un jeu sur qu'est-ce qu'on considère comme étant mental, qu'est-ce qu'on considère comme étant naturel, etc. Mais après j'ai travaillé aussi, maintenant j'ai travaillé sur l'agriculture, sur les pratiques d'agriculture en ville, et sur les sols pollués. Donc c'est ça c'est notamment parce que je m'étais intéressé à la question des agriculteurs de Fukushima. Donc là on se retrouve, Sophie et moi, sur cette question-là, sur comment on vit dans un monde qui est pollué. Et alors, bon, pour la petite histoire, Guattari disait, en fait, il écrit ça en 1989, et il dit, évidemment c'est un peu à prendre avec des pincettes quand on voit le film là, mais enfin il dit on vit déjà dans un monde qui est déjà dévasté, en fait. Il dit on n'est pas dans on pense toujours que la catastrophe va venir, mais il dit au point de vue
de comment on vit collectivement, de comment est-ce qu'on pense que c'est qu'un individu dans une société, etc. On a déjà perdu énormément de choses. Il dit au point de vue de la nature aussi, au point de vue mental aussi, la manière dont on se raconte des histoires aujourd'hui, il dit c'est déjà une forme de dévastation. Donc il dit on vit dans un monde dévasté. Après, c'est pas le monde post-nucléaire, c'est pas ça le point, mais il dit ne pas oublier que quand on voit toujours la catastrophe à venir, on oublie toujours que c'est déjà maintenant que tout doit se préparer, que c'est déjà maintenant qu'on devrait déjà être en train de réparer les manières dont on vit. Voilà, enfin, je m'arrêter là pour ma présentation, mais... Il y a une question là. Il y a déjà une question. Oui, heureusement Peter Watkins s'est trompé quand il prévoyait 1980. Ce film, en 1965, c'est 5 ans après le mur de Berlin. C'était quand même impressionnant. On est à 62, il y avait la crise des missiles de Cuba, etc. Ce film a été censuré pendant 20 ans. Celui-là ? Ouais, en Grande-Bretagne. Alors ma question porte sur la catastrophe. Cette notion de catastrophe, je m'adresse autant aux philosophes qu'à l'anthropologue. Comment penser la catastrophe ? C'est-à-dire, est-ce qu'on peut la penser en fait quand Watkins montre à travers son œuvre non pas ce qui s'est passé, mais ce qui aurait pu se passer. Et quand la catastrophe arrive, elle est déjà là, donc elle est dépassée, elle n'est plus là en fait. Comment on peut penser la catastrophe en tant que philosophe ? Et ma question pour Sophie Houdard en tant qu'anthropologue, j'ai lu un compte-rendu de votre intervention à Nanterre en décembre qui s'appelait « Balade à Fukushima ». Et vous racontiez que votre enquête de terrain était très compliquée. Il y a eu 2 enquêtes, et la première enquête, en tout cas c'est le compte-rendu, je n'ai rien vu, ou j'ai pas vu, voilà. Et donc la deuxième enquête, vous vous êtes promené, cette balade, ma question c'est, qu'est-ce que l'anthropologue ou l'anthropologie comment elle peut aider à comprendre ce qui s'est passé, quoi. Voilà. Merci. Alors, je vais répondre à la question pour l'anthropologue, mais je vais aussi dire 2 mots sur la question de la catastrophe. Moi, je trouve que ce film-là, alors, avant d'en parler de manière... c'est-à-dire, je trouve que ce film-là est très intéressant parce qu'on peut le prendre... On aurait tort de ne le prendre que comme un témoignage d'un sentiment qui était prégnant, on imagine bien, dans les années 60, qui était lié au contexte de la guerre froide, qui avait quand même la mémoire très vive de ce qui s'était passé en 1945 avec Hiroshima et Nagasaki. Et je crois qu'il y a plus dans ce film que ce qui aurait pu se passer. C'est-à-dire que pour moi, et là je pense que Nicolas a aussi des choses à dire là-dessus, on a une partie de notre... de nos références, de notre paradigme théorique on partage. Pour moi, il y a un exercice spéculatif qui est en marche, qui rend compliqué de dire ça aurait pu se passer et ouf, ça ne s'est pas passé. Parce que ça mêle quand même plusieurs strates temporelles. On est dans un « c'est en train d'arriver », avec l'usage des effets spéciaux. Enfin, on est dans un style journalistique, hein, donc c'est la caméra à l'épaule, on est sur le lieu de la catastrophe qui est en train d'arriver, le médecin qu'on suit dans la maison pour soigner une toux, une grippe ou on ne sait pas quoi, et on est en train d'assister aux 2 dernières minutes de paix dans un endroit. Donc c'est en train d'arriver, et c'est déjà là parce qu'on nous dit que les missiles sont déjà en route, ils sont à tant de kilomètres, etc. Donc il y a des ficelles rhétoriques de la fiction qui sont extrêmement bien maniées, à mon avis, dans ce film. Donc on est dans le « c'est en train d'arriver », on est dans le « ça arrive », et il faut bien tirer les conséquences, toutes les conséquences de cette chose qui est en train d'arriver. Et on est dans le « c'est arrivé » parce que c'est déjà arrivé à Dresde, c'est déjà arrivé à Hiroshima, c'est déjà arrivé à Nagasaki. Et donc une partie des scènes sont des scènes de reconstitution. Voilà. Donc on a un mélange des temporalités là, qui pour le coup renvoie à
à ce que Bruno Latour, dans sa grande absence, on va le citer quand même, décrit comme une des caractéristiques aussi de l'Anthropocène, c'est-à-dire ce temps qui est une subversion totale des échelles temporelles et géographiques aussi, parce qu'on ne sait plus bien où on est et on ne sait plus bien dans quel temps on est. Donc ça, c'était une chose. Sur la question des catastrophes, moi je trouve que... Et j'arrive à la question de la balade. Je trouve que le point qui m'intéresse énormément, moi, c'est que, en fait, de le saisir comme une anthropologue, peut-être, enfin, je ne sais pas, mais on ne peut pas dire la catastrophe, parce qu'une catastrophe ne peut pas être saisie hors sol. Voilà, encore un vocabulaire latourien. Et donc là, le film le montre bien aussi. On n'est pas n'importe où, on est dans une ville, avec des gens particuliers, auxquels on donne un nom, qui ont une histoire, qui sont mus par des affects, et tout ça va compter dans l'histoire. Voilà. Et donc, ce qui se déplie là, ce qu'on est capable de déplier dans toutes ces conséquences ici, ben, ça ne va pas être la même histoire dans la ville d'à côté, dans le pays d'à côté, à une autre époque, etc. etc. En ce qui concerne donc ce point-là, pour moi, est fondamental, c'est-à-dire de dire, et j'ai ce trouble, si vous voulez, quand arrive la catastrophe de Fukushima en 2011, de me dire qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui est en train de se passer. Je travaille dans un collectif un peu hybride où qui regroupe des artistes plasticiens, des vidéastes, mais aussi un géophysicien, aussi une historienne de l'art, d'autres anthropologues. Et certains d'entre nous n'ont pas immédiatement la volonté d'aller voir. C'est-à-dire le fait de comprendre ce qui est en train de se passer par cet événement n'implique pas nécessairement le fait de se rendre à Fukushima et d'aller voir. Parce que la réaction de la plupart de mes collègues, c'est de dire Fukushima, c'est pas au Japon, Fukushima, c'est partout, on est dans Fukushima, un peu comme on est Charlie, etc. Parce que ce qui est en train d'arriver là, comme le disait Nicolas, l'air est déjà... L'air que nous respirons a changé ici même du fait de Fukushima, et on peut même le mesurer, etc. J'ai rencontré des gens qui, à la frontière franco-suisse, pouvaient mesurer ça. Voilà. Ce qui nous était arrivé de Fukushima. Et donc on a organisé, si vous voulez, moi j'ai commencé au début le terrain de manière assez classique, c'est-à-dire je me suis rendue seule dans la région de Fukushima, j'ai rencontré des gens, je me suis intéressée au dispositif de mesure, c'est-à-dire la manière dont les gens ici et là faisaient des mesures pour comprendre un peu pour eux-mêmes ce qui leur arrivait et comment la mesure pouvait leur servir de levier d'action, si vous voulez, pour prendre des décisions au quotidien. Et puis il y a eu un événement qui est pour moi un événement d'ordre sensible. Au bout de 3 ans de terrain, j'ai traversé une partie de la zone qui était réouverte à la circulation. Et j'ai compris à ce moment-là, si vous voulez, que j'avais dans la constitution de la construction de mon projet de recherche, en me disant que j'allais regarder la manière dont les gens mesurent, etc., j'avais ôté toute la part sensible, qui est aussi la part dans le film, et qu'on ne peut pas ôter de ce type d'événement, qui est ma part sensible à moi, et qui m'a fait comprendre au bout de 3 ans que tout ce que j'avais décrit, en fait, j'avais pas compris. Ou en tout cas, que ma manière d'objectiver les situations, et de les décrire, me faisait manquer une grande partie aussi de ce que rend visible ce film, c'est-à-dire tous ces menus détails qui ne sont pas dans les plans de prévision, parce que ce serait trop. En fait, on peut pas déplier les chevaux de tout ce qui va être bousculé, tout ce qui va être déplacé du fait d'une rupture de ce type-là. Et donc là, de fait, depuis 2 ans, on organise, en plus de mes terrains de recherche, en parallèle, si vous voulez, ce qu'on a appelé, de manière un peu provocatrice, des balades à Fukushima, où on va à plusieurs marcher, c'est-à-dire dans l'idée aussi de ralentir le temps, pas de se mettre, on ne va pas marcher dans la zone interdite, c'est pas du tourisme noir, comme on appelle ça. Mais on va marcher, essayer de comprendre, regarder ensemble, se poser des questions et se rendre sensible aussi, nous, à ce qui est en train d'arriver. Voilà. Donc c'est une description qui est à l'échelle de ce qui se passe dans le film, c'est-à-dire il va falloir du temps et il va falloir saisir les choses dans le détail. Voilà.
Voilà. Et tout compte. On ne peut pas enlever l'histoire de l'enfant qui est en train de jouer dans le jardin, on ne peut pas enlever aucune des petites histoires qui sont entremêlées là, on peut enlever aucune. Voilà. Donc c'est comme ça que je prends la catastrophe. Oui, enfin, je voulais ajouter par rapport au film ici, effectivement, en fait, il est très très bien documenté. Ça, c'est une chose. En fait, quand on lit un petit peu les comptes rendus de ce qui s'est passé autour de Hiroshima, enfin après Hiroshima, après Nagasaki, on voit qu'en fait ici, c'est ça qui est aussi extrêmement terrible, c'est qu'en fait, toi tu connais sans doute beaucoup mieux que moi encore ces questions-là, mais donc il y a eu vraiment une analyse de ce que les gens avaient vécu. Donc tout de suite, l'armée américaine s'est intéressée à comment les gens ont survécu, enfin qui a survécu, quand on est mort, comment, etc. Et donc évidemment, les données qui sont utilisées dans ce film, elles viennent de catastrophes qui ont précédé. Enfin, alors il y a évidemment d'autres catastrophes, mais donc le film est extrêmement réaliste, et je trouve effectivement que dans les détails, dans tous les petits détails qui sont mis en scène dans le film, et qui sont effectivement, alors c'est évidemment de la stratégie rhétorique, mais qui donne une vraie expérience dense de réalité dans ce qui arrive. Alors, juste pour ceux qui étaient là hier, c'est vraiment antithétique quasiment de ce qu'on a vu hier. Donc hier, alors effectivement, les 10 premières ou 15 premières minutes du film, c'est une série de données qui nous sont balancées, etc., mais qui sont complètement irréelles. Enfin, d'une certaine manière, c'est totalement irréel. Alors, ça s'explique aussi parce qu'en fait, l'Anthropocène, en fait, on ne sait pas très bien. Alors, de nouveau, à la fois, c'est parce que c'est hors sol, donc c'est pas l'Anthropocène ici et maintenant, hein, c'est l'Anthropocène du COP21, donc c'est du monde. Alors évidemment, il n'y a pas plus hors sol que la COP21. Enfin, je veux dire, c'est ce que les gens dans le film disaient. Enfin, les gens de chez Oxfam disaient des représentants, ils sont hors sol. Ben, en fait, le problème est déjà posé de manière hors sol. Et le problème n'a aucune réalité. Mais en même temps, ce qui est difficile, évidemment, c'est qu'on n'a pas encore eu une première catastrophe de l'Anthropocène, donc on ne sait pas ce qui va se passer. Donc ça, c'est malheureusement... malheureusement, on a déjà eu Hiroshima, donc on sait on savait, on sait toujours ce qui serait probable. Alors, je ne vais pas faire une analyse linguistique du terme de catastrophe, c'est une question très intéressante. Est-ce qu'on peut penser des catastrophes, alors, est-ce qu'on peut penser la catastrophe? Je ne sais pas. Mais en tout cas, on étudie les catastrophes, on pense beaucoup les catastrophes. Évidemment, c'est des moments de rupture, c'est des moments terribles. Donc pour les gens qui vivent des catastrophes, c'est une chose. Mais en tout cas, ce que je dirais, c'est que les catastrophes, on ne cesse de les penser tout le temps. Enfin, et il y a énormément de gens qui s'activent autour des catastrophes. Et à Fukushima, c'est la même chose. On ne cesse de parler, on ne cesse d'en faire des choses. Donc on serait, sur différents modes, mais on ne cesse de produire du sens autour de ce qui se passe. Alors on peut dire qu'une catastrophe, c'est une rupture du sens, mais en même temps, on ne cesse sans cesse d'en produire. Donc ça, c'est une chose. Après, justement, on parlait de Jean-Pierre Dupuis, donc il y a le livre « Le catastrophisme éclairé » qui est sur la table là-bas tout à l'heure, donc ça me faisait penser à ça. Il disait, en fait, on doit penser la catastrophe comme étant réelle. Il faut absolument si on veut qu'elle n'arrive pas, il faut qu'on soit persuadé qu'elle va arriver. Sinon, elle va arriver. Si on pense qu'elle n'arrivera pas, alors elle va arriver, parce qu'on ne fera rien pour l'en empêcher. Donc ça c'est, je résume extrêmement, je résume très très rapidement. Enfin, l'idée c'est un peu ça. Après, il y a d'autres stratégies, d'autres manières de penser les catastrophes. Mais enfin, je crois que ce film relève vraiment de cette idée, c'est-à-dire rendre la chose tellement réelle, on est sûr que ça va arriver. Enfin, il présente le film comme étant un truc qui va arriver avant 1980 et que c'est comme ça, on en est sûr. Mais c'est évidemment pas pour nous préparer. Enfin, on peut imaginer que c'est quand même justement pour que ça n'arrive pas. Enfin, en tout cas, là, j'attribue des intentions à l'auteur du film. Enfin, je crois qu'on peut quand même dire ça. Et une autre manière de penser les choses, c'est de faire la différence entre ce qui est probable et ce qui est possible. Et c'est évidemment toujours un jeu extrêmement délicat, mais
Je crois qu'en 1965, dans les années 70, ce qui était tout à fait probable, c'était que ça arrive. Ce qui était possible et qui heureusement s'est réalisé, c'est que ça n'arrive pas. Mais le possible a toujours, en général, en fait, on a l'impression qu'il a beaucoup moins de chances d'arriver que le probable. Aujourd'hui, ce qui est probable, c'est que l'Anthropocène, les catastrophes, le réchauffement climatique, etc., arrivent. Donc le film d'hier, c'était un film sur le probable. Ce qui est probable, c'est que la COP21 ne trouve pas de solution, qu'en fait tout le monde s'en fout, qu'il n'y ait pas de... Voilà. Ça, c'est le probable. Et le ton du film d'hier, c'est le film de bah oui, moi je sais que ça va arriver, c'est ça qui est probable, on le sait. Alors moi je pense que, évidemment, c'est un jeu très difficile, mais faire exister les possibles, ça fait vraiment partie aussi. Et donc le film d'hier le faisait un peu aussi quand il montrait, ben regardez, il y a des choses qui sont possibles, qui existent, qu'on peut faire. Donc c'est un jeu rhétorique, mais c'est un jeu important, parce que faire exister, s'il n'y a pas de possible, alors la situation est juste désespérée. Donc faire exister le possible à travers des différents moyens, ça me semble un élément important. Ouais. Oui, une question. Oui. C'est ici que ça se passe. Alors, pardon. On peut prendre peut-être deux questions. Oui, je reviens sur 1945, Hiroshima-Nagasaki, où il me semble que depuis les Lumières, en gros, et on en a parlé un petit peu hier soir, on a associé le bonheur avec le progrès scientifique, jusqu'à cette catastrophe-là. Et depuis, il me semble que la science est devenue triste, ou du moins que le progrès scientifique est devenu triste, voire que ça laisse bien d'entre nous un peu plutôt indifférents malgré les avancées qu'il y a. D'où ma question, la question que je pose et que je me pose, c'est comment réenchanter le progrès. Il y avait une autre question Oui, alors. Vas-y. Moi, je voulais poser une petite question par curiosité à Sophie par rapport à ce qu'elle disait tout à l'heure. Elle travaille avec des vidéastes plasticiens et je voulais savoir par curiosité, est-ce que c'est le travail de Lydie Gendie-Panel qui est très très engagée par rapport... Non. Non. Et qui fait toutes les centrales nucléaires, qui est allée à Hiroshima et qui pose en psyché, nue, dans tous ces lieux qui sont pollués. Non. Non, c'est pas... Ben, il faudra que vous voyez ce qu'elle fait. On en a parlé, effectivement. Alors après, il y a beaucoup de gens qui se sont intéressés, comme disait Nicolas. Mais c'est une source d'inspiration énorme pour tous les artistes. Oui, comme disait Nicolas, il y a beaucoup de gens qui bossent sur les catastrophes, quoi. Oui, et là, alors nous, on a plutôt, c'est-à-dire dans le collectif que on forme, en fait, on n'est plutôt pas allé chercher des gens. On travaille plutôt par affinité, et on n'est pas allé chercher des gens qui sont spécialistes du nucléaire ou des catastrophes. Donc, on essaye de décaler un peu le regard aussi, pardon. Et donc, là, il se trouve que non, on n'a pas travaillé avec cette personne. Alors, le réenchantement, vous y êtes? Enfin, je vous laisse réfléchir, mais je voudrais dire que, en tout cas, moi, vous m'avez déjà beaucoup aidé en disant, d'une part, que le monde était déjà dévasté, donc que c'était très bien, et deuxièmement, qu'au fond, tout ça est déjà arrivé, et que tout va bien aussi. Enfin, non, pas tout va bien, je déconne un petit peu, mais je crois que ça aide pas mal à penser la catastrophe que de la regarder derrière. C'est-à-dire que c'est de prendre la mesure de choses là. Quand on disait ça va arriver, ou que sur l'Anthropocène on ne pouvait pas voir que les choses n'étaient pas encore advenues. Là,
le truc, c'est plutôt de se mettre dans la position du film et de se dire c'est déjà en cours. C'est ça. Et donc, effectivement, moi, je sais que j'avais eu un choc, mais parce que je m'étais pas, avant cet événement-là, je dois dire, particulièrement penchée sur la question du nucléaire. Et j'ai eu un choc le jour où j'étais en train de faire une enquête sur le grand collisionneur de particules au CERN. Donc, c'est le seul terrain que j'ai réalisé qui n'était pas au Japon. Et donc, je suivais un monsieur, un ingénieur qui travaillait pour le département de l'environnement du CERN, donc ce grand centre de recherche sur la physique des particules. Et donc il y a tout un monitoring de cette grande machine-là, qui est le plus grand dispositif expérimental jamais conçu. Et il me disait, je relevais avec lui des filtres à air, c'est une campagne qu'il fait chaque semaine, etc. Il enlève des filtres à air, il remet des filtres à air, etc. Et il me disait, de là, on a vu Fukushima. Et il me disait, ben voilà, quand la catastrophe a eu lieu, les gouvernements français et suisses nous ont téléphoné au CERN et nous ont demandé de faire plus de mesures, de manière à pouvoir mesurer ce qui nous arrivait de Fukushima, comme j'ai dit tout à l'heure. Donc voilà. Et ce monsieur-là m'avait expliqué aussi que, en fait, si on veut reconnaître, moi je connais rien non plus en vin, mais il m'avait dit, si on veut reconnaître, si on achète une bouteille de vin très très chère et qui est censée dater de, je sais pas moi, 1951, eh bien il y a un moyen très simple de savoir si on s'est fait avoir, c'est que le vin après 54, c'est-à-dire après les essais nucléaires, n'ont pas la même composition que les vins d'avant 54, ce qui est une petite anecdote qui, pour moi, m'avait permis de réaliser un peu des choses. Alors, le réenchantement. Réenchanter le progrès, là, j'avoue que c'est-à-dire que... C'est une question de philosophe. Si tu veux. Moi, personnellement, je dirais que là, je pense qu'il faut penser les termes avec une vraie alternative à la question du progrès qui est inscrit dans un mode de développement totalement unilinéaire. Les choses, et que ça n'a pas marché. On y a beaucoup cru, mais ça n'a pas marché. Là, c'est pas que la science est triste, hein, il y a beaucoup de science là, et il y a beaucoup de science aujourd'hui à Fukushima. Et on est capable de produire des mesures, on est capable de mettre en place des dispositifs qui à la fois nous permettent de prendre un peu la mesure de ce qui s'est passé et aussi nous préparer. C'est sur cette base-là qu'on nous prépare aux catastrophes futures. Donc là, c'est aussi un des points. C'est pour ça que ce film a une très grande contemporanéité pour moi. C'est pas juste un témoignage de ce qui se passait pendant la guerre froide. Il y a aujourd'hui, on estime au nom du progrès qu'on peut apprendre d'une catastrophe à l'autre, puisqu'on les considère toutes comme hors sol. Et donc aujourd'hui, des instituts comme l'IRSN, qui est l'Institut de radiologie et de sûreté nucléaire en France, nous préparent à notre prochaine catastrophe nucléaire en allant à Fukushima voir comment les gens s'en sortent. Et la grande idée quand même, qui était déjà, moi j'étais assez touchée aussi de voir que c'était déjà en fait là, je pensais que c'était quelque chose de nouveau, mais c'est déjà dans les années 60. L'idée, c'est qu'on va remettre dans les mains des gens eux-mêmes leur capacité à comprendre ce qui leur est arrivé et à gérer la situation. Donc on compte sur la résilience, la capacité résiliente des gens, si vous voulez. Et on dit, l'État de toute façon ne va pas pouvoir tout gérer, on va mettre en place des trucs, mais enfin quand même la solution, c'est que chacun est bien conscient, chacun puisse se faire un abri, chacun ait bien conscience de la moralité qui est engagée, chacun, etc. Et donc on remet, on a à la fois au nom d'un progrès mis quelque chose dans le monde dont on ne sait pas gérer les conséquences, et en même temps on dit en fait les conséquences ça va être chacun pour soi de gérer à sa hauteur. Voilà. Donc le progrès, moi je chercherai pas trop à le réenchanter. J'irai voir ailleurs. Oui, enfin, je n'aurais pas répondu exactement comme ça, mais non, mais c'est parce que, enfin, alors, je crois qu'il y a deux termes qui sont extrêmement problématiques dans la question, c'est la science et le progrès. En fait, du coup, on est déjà un peu foutu, mais d'abord parce qu'il n'y a pas la science. Je crois qu'avant 45, la science c'était la physique.
Enfin, je veux dire, quand on parlait de science, on parlait de physique, et physique expérimentale, c'était ça le rêve du nucléaire, c'était la science reine. Et en fait, si on regarde aujourd'hui, il y a beaucoup de sciences, et il y a beaucoup de sciences très joyeuses, il y a beaucoup de sciences très intéressantes. La question, c'est plutôt, à mon avis, avec qui elles s'allient. Donc, c'est quels sont les mécanismes qui font que tel type de science s'intéresse à tel type de problématique. Et on a complètement passé sous silence le fait que la physique était liée avec l'armée pendant très longtemps. Alors, ça dépend pour le nucléaire en tout cas, hein, donc pas pour d'autres thématiques. Mais donc ça c'est une chose avec qui les sciences s'allient. Comment est-ce qu'elles sont menées? Parce qu'aujourd'hui, si on regarde en fait les sciences qui ont le plus de succès, entre guillemets, si on parle de sciences expérimentales, en gros c'est la biologie, c'est là qu'il y a le plus d'étudiants, et c'est là qu'il y a le plus de débouchés, c'est là qu'il y a le plus d'argent, c'est les OGM, c'est notamment. Et donc évidemment la question des OGM par exemple est un très bon exemple de avec qui est-ce que la biologie a décidé, par qui elle se fait financer, pourquoi, quel type de recherche elle mène, etc. Et donc je crois qu'il faut vraiment rentrer dans les détails. Et alors le progrès, c'est évidemment, et là de nouveau Bruno Latour dans sa grande absence, mais qui a quand même écrit un livre qui s'appelle Où atterrir, qui est là, c'est son dernier ouvrage. Je crois qu'il pose vraiment très bien cette question-là, c'est-à-dire il dit en fait le progrès, ça nous paraissait comme une espèce d'horizon temporel unique vers lequel on allait tous aller, et qui serait voilà une espèce de résolution, enfin une marche en avant, tous bon. Et dit en fait aujourd'hui on doit changer cette image, en fait on doit changer cette boussole. C'est pas soit un retour en arrière, hein, ça je sais pas, vous avez déjà tous entendu le fameux retour à la caverne, hein, parce que si on est contre les OGM, c'est qu'on veut retourner dans une caverne avec des bâtons, etc. Si on est contre le nucléaire, on va s'éclairer. Et si on veut pas le nucléaire, c'est la bougie, c'est le Moyen-Âge. Donc alors soit c'est le retour en arrière, soit c'est le progrès. Mais le progrès, c'est complètement hors sol aussi. C'est complètement, on ne sait pas ce que c'est. C'est un espèce de truc qui serait censé résoudre tous nos problèmes vers l'avant, dans une fuite en avant, comme ça, grâce à la science, justement. Et moi, je pense que donc la proposition de Bruno Latour, c'est de changer d'axe, quoi, de dire en fait, c'est pas ça. Ça peut être à la fois local, donc ça peut être, on vit là où on vit et on est là où on vit des vies qui sont les nôtres, on vit pas des vies abstraites, on vit, donc tout est toujours localisé. Donc c'est local et en même temps on est dans un monde qui est en connexion permanente. Donc je vis ici toujours connecté avec les autres. Donc c'est pas soit l'étranger, soit moi. C'est pas comment dire. Et c'est pas je me replie sur mon identité. C'est pas parce qu'on vit ici qu'on est replié sur notre identité. On vit ici et on est en contact avec des tas d'autres identités. On est d'ailleurs soi-même traversé de plein d'identités. Donc ça c'est pas le souci. Et donc de vraiment changer, de dire en fait, et je crois qu'aujourd'hui il se passe plein de choses très très joyeuses en fait, enfin malgré tout, il faut quand même voilà dans le possible. Il y a plein d'expérimentations, qui allient citoyens et sciences de terrain aussi, etc., qui sont extrêmement intéressantes. On peut même ajouter peut-être l'anthropologie, l'éthologie, tout ça dans les sciences, hein, soyons fous. Et donc à ce moment-là, non, mais il se passe plein de choses extrêmement joyeuses. Donc je crois que enfin, le progrès comme une image abstraite, un espèce de futur abstrait, il faut laisser tomber. Mais par contre, réenchanter ce qui se passe aujourd'hui, c'est déjà extrêmement important. Mais je crois que ça demande aussi de vivre, enfin de penser ce qui se passe aujourd'hui aussi. Oui, c'est aussi faire la place, juste pour... Oui, je voudrais revenir un peu en arrière, au-delà de ce film. Il y a eu Hiroshima, il y a eu Nagasaki. Et après, dans les années 50, on a vécu l'ère atomique, c'est-à-dire que les Américains nous ont fait une espèce de communication où l'atome allait apporter le bonheur. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette période. On faisait même des crèmes de beauté à base de radium et tout. Et il a fallu que Sakharov fasse sauter sa bombe de 50 mégatonnes qui était plus forte que celle des Américains pour qu'ils s'aperçoivent qu'il fallait rééquilibrer et tout, et que l'atome était dangereux. Mais il s'est créé un lobby nucléaire international, planétaire,
et qui existe encore, hein, qui est encore nuisible actuellement, puisque on continue à faire des centrales nucléaires, on continue à faire de l'atome, en sachant que c'est une impasse. Et même Trump, il veut refaire des armes nucléaires à petit format, mais on continue dans le nucléaire, malgré le danger et tout. Et je vous conseille un livre, ça s'appelle La comédie atomique. Alors je me souviens plus, c'est superbe. Hein, c'est Yves Lenoir. Oui, eh ben, je vous le conseille, et ça nous remet les pieds un peu sur terre. Et c'est sûr que dans les années 60, ce film est sorti, il y a eu Docteur Folamour aussi, de Kubrick et tout. On a pris conscience du danger qu'à cette période-là, mais là, je ne crois pas que maintenant, on ait perdu cette conscience du danger. On réagit avec le nucléaire, comme on réagit avec le sida un peu. On s'en sort, donc, mais le danger est réel. Voilà, j'ai fini. Oui, Oui, alors, Catherine. Oui, j'allais un peu dans le sens du monsieur. Ce que je voulais dire, c'est qu'effectivement, il n'existe pas de nucléaire militaire sans nucléaire civil, qu'on ne peut pas faire non plus confiance à nos gouvernants sur les mesures. On l'a su pour le nuage de Tchernobyl. J'ai une ancienne connaissance, César Arada, que vous avez peut-être rencontré, qui est un franco-japonais dont la famille vit à une centaine de kilomètres de Fukushima, qui est en train de faire des petits bateaux expérimentaux pour justement faire des mesures depuis la mer qui ne sont pas faites. Il a fait aussi tout un trajet en vélo pour faire des mesures sur place. Et on voit que, oui, les gouvernants, quels qu'ils soient, ils nous mentent un peu. Et comme vous l'avez dit tout à l'heure, on ne peut même pas compter sur eux pour l'après. Là, il y a effectivement beaucoup de choses. Alors, oui, il y a effectivement, dès qu'on... Enfin, c'est-à-dire, là, moi, partant de la situation qui est celle de Fukushima d'aujourd'hui, je ne peux pas ne pas avoir en tête et travailler sur l'histoire de toute cette période pendant laquelle on a loué l'atome. Donc c'était l'atome pour la paix. Il y avait de la propagande. Alors oui, il y a toujours. Et en même temps, moi, il me semble que la notion de Nicolas a commis un très bon article sur cette question-là aussi. C'est une des questions sur lesquelles on s'est rencontrés. Il me semble que la rhétorique a bougé, c'est-à-dire c'est pas l'atome sauveur du monde. C'est pas la figure du grand sauveur de l'humanité et la grande figure du progrès, mais c'est plutôt cette question du vivre avec. Voilà. Et donc que oui, de fait, l'atome est là, quoi. Enfin, et là, pour le coup, il y a une autre type de rhétorique, moi, à laquelle je m'intéresse beaucoup, qui est la manière dont on va mélanger nucléaire civil et nucléaire militaire, et aussi radioactivité naturelle et radioactivité artificielle. C'est-à-dire qu'on peut rencontrer dans la région de Fukushima beaucoup de gens qui vont dire bon, la question des faibles doses c'est quand même compliqué et du coup de toute façon il y a la radioactivité naturelle, donc on a affaire déjà à un processus naturel. On est là, la Terre est là, on est bombardé de rayons en permanence, on ne les voit pas, mais là tout de suite vous êtes bombardé de rayons, et donc on est déjà, l'espèce humaine a survécu, donc c'est plus vous montez l'échelle et plus ça paraît pertinent, parce que on se dit oui, effectivement, de fait on a survécu, on est là, voilà. Et donc il y a des manières de mélanger les différents niveaux qui participent d'une rhétorique de l'invisibilisation de ce qui est en train de se passer, et puis de la manière dont chacune de ces situations fait situation, justement. C'est-à-dire le nucléaire militaire, c'est quelque chose. Là, il y a les histoires de missiles qui reviennent sur le tableau, mais alors d'accord, il n'y a pas eu ce qui était annoncé ou ce qui a été creusé
Dans le film, en 1980, ça n'était pas arrivé, mais en 1986, il y a eu Tchernobyl. Et puis il y a eu 3 Mile Island avant ça, etc. Et il y a eu un certain nombre de choses qui ont été... Et donc, à la fois, on ne peut pas tout mélanger, et donc il faut pouvoir relocaliser, resituer chaque histoire, ce qu'elle implique, et la manière dont le lobby nucléaire, à chaque fois, a mis un voile, en fait, ou a déployé une certaine rhétorique. Et voilà. Et voilà. Après, sur les mesures citoyennes, gouvernement, c'est encore une autre... Oui, juste aujourd'hui, la logique, la rhétorique, alors je ne parle pas de Fukushima, mais la rhétorique, en tout cas en Europe, sur le nucléaire, elle joue énormément sur le risque du réchauffement climatique. Puisqu'elle dit, en gros, on ne peut pas se passer de nucléaire pour faire de l'électricité. Et si on se passe du nucléaire, ce qu'on va faire, ce sera encore pire. C'est parce qu'on va faire du CO2. Donc en gros, alors évidemment, ça veut dire qu'évidemment personne n'interroge le fait de la production elle-même. Ça veut dire pourquoi est-ce qu'on a besoin d'autant et pourquoi est-ce qu'on ne cesse d'avoir besoin de plus en plus d'électricité. Donc ça, c'est alors qu'on n'arrête pas de nous dire qu'on a des appareils de plus en plus performants. Donc évidemment, ils font évidemment toujours de plus en plus de choses. Donc si vous aviez un tout nouveau smartphone Galaxy S9, mais qui ne faisait que téléphoner et envoyer des petits messages, comme un ancien Nokia, le 3310 le faisait très bien il y a 15 ans, effectivement, il consommerait beaucoup moins. Sauf qu'en fait, il consomme beaucoup plus parce qu'il ne fait pas que ça. Alors, mais il est plus performant. Alors, on nous dit toujours que la performance va aider à diminuer la consommation, alors qu'en fait, c'est totalement faux. Donc, personne ne pose la question de la consommation. Et donc, la rhétorique du nucléaire, c'est de dire, pour produire suffisamment, soit vous faites des centrales au charbon comme les Chinois, parce que tout le monde, ça c'est la rhétorique, hein, c'est toujours les Chinois sont les méchants qui polluent, soit des turbines gaz-vapeur avec le gaz russe, soit du nucléaire. Et en fait, on vous met dans ce qu'on pourrait appeler avec Isabelle Stengers une alternative infernale. Ça veut dire qu'en fait, aucune des deux solutions n'est évidemment la bonne, mais vous êtes complètement démunis parce que la manière dont on pose la question fait qu'en fait... on a le choix entre deux choses dont on n'a pas envie, en fait. Donc, voilà, ça c'est juste... Oui, je voudrais, s'il n'est pas vulgaire de revenir dans le concret, ce film, il pose aussi deux questions. D'une part, c'est la dissuasion. Est-ce que la dissuasion qu'on nous a vendue et qu'on nous vend encore, est-ce que ça représente quelque chose? Parce que ce qu'on voit, c'est que d'un côté, on se dit, ils vont peut-être tirer, et nous, si on ne répond pas tout de suite, et qu'ils tirent sur nos bombes nucléaires, on va se prendre la leur et les nôtres qui vont nous péter à la gueule. Donc tout le monde tire en même temps, quoi. Donc la dissuasion, c'est pipeau, hein. Et d'autre part, la vanité des précautions, parce qu'ils disent, la petite brochure, oui, on l'a éditée, mais elle coûtait 9 pence et personne ne l'a achetée. Mais finalement, de toute façon, une dame le dit après, on aurait multiplié par 15 les moyens de défense civile, ça sert à que dalle. Et puis on voit le concret des gens qui se démerdent avec leur côté très égoïste et très difficile à voir, et puis les gens qui se dévouent, quoi. Voilà. Donc déjà ça. Et si la dissuasion, c'est pas ça, moi je me demande si la dissuasion, elle n'est pas... Parce que catastrophe, ça peut être intense, mais ça peut être durable. Si la dissuasion, c'est pas la dissuasion de la guerre informatique, parce que les Russes ont commencé à le faire, et puis d'autres aussi, avec les hackings, hein, c'est-à-dire que si un pays fait une guerre informatique à un autre, tout s'arrête. Il n'y a plus de train, il n'y a plus d'hôpitaux, il n'y a plus de radio, il n'y a plus de télévision, il n'y a plus rien du tout. C'est une catastrophe, ça ne fera peut-être pas de brûlure rétinienne, mais il n'y a plus rien qui va marcher. Donc voilà. La dissuasion, la vanité de la protection et cette autre guerre internationale qui est l'informatique. Oui, enfin, alors sur la comment dire, sur la dissuasion, je ne sais pas trop quoi répondre, mais en tout cas sur la vanité de la précaution, c'est évidemment un sujet extrêmement difficile à jauger, parce que si la précaution a marché, il n'y a pas de catastrophe. Donc s'il y a une catastrophe, c'est que la précaution n'a pas suffi ou n'a pas été.
Et en fait, de cette logique-là, ça permet de dire, en fait, toute catastrophe vient d'un défaut de précaution, ce qui n'est pas vrai, évidemment. Donc, de nouveau, c'est une rhétorique. Alors, moi, je viens de Bruxelles, en Belgique. On a un mot particulièrement intéressant pour dire ce qui se passe chez nous, c'est que ça dysfonctionne. Alors, la Belgique est en dysfonction permanente. Donc, dès qu'il y a un problème qui se passe, on dit qu'il y a eu un dysfonctionnement. Quand notre ministre fait un tweet un peu raciste et tout ça, son Premier ministre lui dit... notre ministre Theo Franken... qui est le délégué à la migration, fait un tweet un peu raciste, alors son Premier ministre lui dit « tu es un peu dysfonctionné », alors il dysfonctionne un petit peu, on appelle ça un dysfonctionnement chez nous, c'est un très, très moche, un très beau mot. Mais donc, voilà, après, c'est effectivement l'idée que la précaution totale n'existe pas, mais ça c'est certain. Et l'idée de la catastrophe, c'est qu'elle vient toujours. Maintenant, dans le cas de Fukushima, par exemple, il y avait effectivement toute une série de signaux d'alerte qu'à posteriori, on peut toujours relire en disant mais en fait, pourquoi est-ce qu'ils ont été mettre une centrale nucléaire juste au bord de l'eau alors qu'ils savaient très bien que ça risquait d'arriver, etc. Ça, c'est des questions extrêmement complexes à gérer de ce niveau-là. Après, je crois que une des choses que Guattari, donc le philosophe, je suis désolé, je vous ressors de la terre, mais disait, c'est que ils ont une expression comme ça, Deleuze et Guattari disent en fait, on fonctionne toujours en se détraquant. Donc c'est pas en dysfonctionnant, mais ils disaient on est des machines. Enfin, les machines pour eux c'est un très beau mot. Donc ils disent nous notre inconscient est machinique, c'est une machine, on produit tout le temps des choses, etc. Et en fait ça ne cesse de se détraquer. Et la question c'est pas d'avoir un régime de fonctionnement qui serait un fonctionnement normal. C'est qu'évidemment, si ça se détraque trop, ça marche plus, mais qu'en fait, on vit dans des mondes qui ne cessent de se détraquer. En fait, toute la rhétorique du progrès, elle fonctionne là-dessus aussi. C'est-à-dire qu'en fait, elle nous dit tout le temps qu'un jour, ça ne dysfonctionnera plus ou que ça arrête pas de se détraquer. C'est la panne qui est la vérité du progrès. Voilà. Alors qu'en fait, la dysfonction fait partie intégrale de... Alors, il y a une question par là. Tu voulais peut-être... Ouais. Ça vous ennuie pas, juste pour poursuivre la discussion. Alors, il y a un très bon livre sur la question de la dissuasion, un très bon livre d'histoire des sciences ou d'histoire de la pensée que j'ai lu récemment, édité par une historienne, entre autres historienne des sciences, Lorraine Daston, qui s'appelle « Quand la raison faillit perdre l'esprit », c'est traduit de l'anglais. Et dans ce livre, donc, les auteurs, c'est un ouvrage collectif, font l'histoire de ce qui s'est passé au moment de la guerre froide et tout autour de la dissuasion. Voilà. C'est-à-dire, et moi je ne savais pas non plus, c'est-à-dire la manière dont on a dû mobiliser des disciplines scientifiques extrêmement diverses. Comme, alors ça m'a intéressé que le film s'appelle The War Game, parce que donc on a mobilisé les théories des jeux, on a mobilisé la psychologie expérimentale, on a mobilisé des anthropologues, on a mobilisé des mathématiciens, etc., etc. Des tas de disciplines qui ont dû se croiser pour émettre un avis sur comment retarder ce moment. Non, pas faire passer la pilule, mais comment retarder le moment où l'un des deux va appuyer sur le bouton. Ah oui. Voilà. Et donc là, il y a eu une effervescence scientifique où sciences dures et sciences molles se sont retrouvées pour essayer d'anticiper, de comprendre quelle était la logique, en quoi consistait la logique de dissuasion, justement. C'est un ouvrage absolument passionnant. Sur la vanité des précautions, alors il y a la précaution, mais ce qu'on voit beaucoup dans le film aussi, ce dont il est beaucoup question, et ça réfère aussi pour moi aux situations contemporaines, c'est plutôt à la question de la préparation. Voilà. C'est pas tellement la précaution, c'est plutôt la préparation. Donc on prépare. Voilà. On prépare de manière très concrète, c'est-à-dire que certaines des situations qu'on a vues là, déployées quand même sans pudeur du tout dans le film, sont des situations qui sont des scènes qui peuvent être jouées. Il y a des jeux de simulation pour préparer des événements catastrophiques, dans des endroits par exemple où il y a eu des coulées de boue. Donc on rejoue la scène, on demande même aux victimes de venir jouer leur propre rôle, et on leur met des bandeaux pour dire voilà, fracture du tibia, etc. Et donc on crée une scène
qui est une scène théâtralisée mais pas trop, où les pompiers, les différents services de l'ordre public vont être mis en jeu, voilà, en situation la plus réelle possible. Donc il y a la précaution, mais il y a aussi la préparation et tout ce à quoi ça renvoie. Alors Nicolas le disait, moi c'est ce qu'on voit quand même aussi dans le film, et je trouve que le décalage est très bien rendu, c'est-à-dire techniquement, il y a plusieurs phrases qui commencent comme ça, techniquement, blablabla, blablabla. Techniquement, on maîtrise, techniquement, ça va. Et ce qu'on voit, c'est l'emballement, le dysfonctionnement, effectivement, l'emballement d'un système technique. Il y a eu, concernant la catastrophe de Fukushima, pour l'instant, il y a 2 volumes, à ma connaissance, qui ont été publiés, traduits en français, qui sont 2 gros volumes, qui sont le compte-rendu de l'audience du directeur de la centrale de Fukushima Daiichi. C'est pas TEPCO, c'est le directeur, celui qui était en poste, dans une cellule très vite qui s'est retrouvée une cellule de crise, et on lit, mais sur donc 2 fois 300 pages, quelque chose comme ça, l'emballement, on assiste, si vous voulez, heure par heure, parce que le premier volume, c'est 300 pages, c'est les 2 premiers jours, les 3 premiers jours. Enfin, voilà. Donc on assiste heure par heure, et c'est haletant comme un roman policier, à l'emballement d'un système technique. Et alors je dirais bien mieux que la question de la confiance dans les gouvernements, ou la mesure des politiques qui nous gouvernent, etc., de lire ça donne, si vous voulez, on se dit, en fait on s'est mis là dans un truc, c'est-à-dire un système technique d'une telle complexité n'est pas maîtrisable. Voilà. Et un rouage, un tuyau, enfin après c'est des histoires de tuyaux, quoi, mais vraiment de plomberie, c'est des histoires de plomberie. Mais la plomberie est tellement grande que là, on ne peut pas penser qu'on va maîtriser ça, on ne peut pas penser qu'on va colmater les... Et donc là, on voit vraiment le système s'emballer. Et c'est un système technique, c'est pour ça que le progrès, là, on se dit, ouf, on a juste fait un truc qui nous déborde totalement. Ça, on ne pourra pas gérer. Il s'en est encore bien sorti. Il est considéré comme un héros au Japon parce qu'il a empêché que ce soit pire. Il a empêché que ce soit pire. Ouais. Là, oui, vas-y. Oui, moi j'aurais juste une observation et une question. À regarder le film, peut-être que parce que moi j'ai été élevée en Angleterre pas très longtemps après la guerre, il me semble plus inspiré par la Deuxième Guerre mondiale et la manière dont les Anglais, dans une île, avec la guerre aérienne, l'ont vécu, et ça ressemble, et effectivement, il cite Dresde, Hambourg, etc., avec les bombes incendiaires, ça ressemble beaucoup plus à ce qui s'était passé qu'à ce qui, enfin, en exagérant, qu'à ce qui risquait de se passer. Ça, c'est la première observation, dans un pays où l'organisation de la protection civile, et à cette époque, c'est peut-être un peu mythifié, mais la responsabilité civile était organisée et relativement déployée. Le film est très intéressant à mon avis aussi parce qu'il n'est pas du tout hors sol. La question de cette dame qui dit est-ce que ce sont des gens colored people, est-ce que ce sont des gens de couleur qui vont venir, et il y a un commentaire sur le fait de devoir prendre en compte par avance le racisme. Voilà. C'est pas une précaution, c'est un commentaire. Et l'équilibre de la terreur, donc ce qui était plutôt la théorie géopolitique ou politique, de politique internationale des années 60 jusqu'au milieu des années 70, aux grands accords européens sur la limitation du nombre d'ogives, est plutôt, à mon avis, la réponse au film. Alors, il a été interdit, mais je pense qu'on était plus dans cette ambiance-là. La deuxième observation, c'est par rapport à ce que vous avez dit sur Fukushima. Et comment faire en sorte d'être à la fois anthropologue ou scientifique ou philosophe, tout en tenant compte de l'infinie spécificité humaine. Et c'est sans doute ce qu'a voulu faire Svetlana Alexievitch dans La Supplication. Mais le titre, alors je ne sais pas si c'est une traduction qui correspond au mot russe, ou enfin, pas russe, mais enfin, elle écrit en langue russe, qui fait penser qu'on ne peut presque pas décrire, on ne peut que faire une sorte de prière ou d'immense kaddish, enfin, pour tous ceux qui... Donc voilà, ça pose la question de
comment être dans un intervalle entre analyser, comprendre, mesurer et supplier. Et ce qui me paraît très intéressant, et c'est la question dans ce film, c'est aussi ce qui est amené progressivement, mais de manière assez nette, à mon avis, et qui m'a fait penser, moi, quelque chose qui m'a beaucoup intéressé, c'est une série qui s'appelle La Servante écarlate, qui montre, qui montre que probablement dans ce type de situation, une organisation de type, alors on dirait fascisante, va se mettre en place parce que il y a un tel désordre, la catastrophe met les gens dans un tel état de sidération que certains, pour toutes sortes de raisons, mais prennent les choses en main et tuent ceux qui causent le désordre. Et dans La Servante écarlate, ce qui me semble intéressant, c'est que la catastrophe a eu lieu, donc restrictions alimentaires, etc., et les gens ne peuvent plus avoir d'enfants. Et je dirais que c'est mélangé avec toutes sortes de références à Boko Haram, à l'enlèvement des jeunes filles, aux viols organisés dans les guerres civiles récentes, y compris en Europe. Mais je trouve que ce film pose aussi cette question. La catastrophe doit-elle, ou entre le probable et le possible, avoir pour conséquence une prise de pouvoir fascisante? C'est marrant parce que La Servante écarlate, c'est un livre que j'ai lu il y a peut-être dont j'ai un souvenir très très vif, ce qui n'est pas le cas de tous les livres que j'ai lus et auxquels j'avais pas pensé en voyant le film, ou enfin qui m'était pas revenu en mémoire depuis longtemps. Alors concernant ce que vous amenez, votre observation sur en particulier sur la question de Fukushima. Il se trouve que pour moi, là, c'est-à-dire j'en suis à un point de mon travail où cette question-là est une question cruciale pour plusieurs raisons. Alors, par rapport à... C'est-à-dire, là, on travaille avec le film dans un type de catastrophe qui est un type de catastrophe spectaculaire. Dans le cas de Fukushima, comme dans d'autres types de catastrophes, on est dans des types de catastrophes que un collègue et ami anthropologue qui s'appelle Johan Moreau appelle des catastrophes spectaculaires. C'est-à-dire qu'il n'y a rien de spectaculaire. Voilà. Et c'est la particularité absolument troublante du terrain sur lequel je me rends chaque année là, dans la région de Fukushima, où même... Non seulement il n'y a rien de spectaculaire, mais d'année en année, ça devient de moins en moins spectaculaire. C'est-à-dire que, à la limite, les quelques choses, c'est-à-dire par exemple un gros tas de sacs qui contient de la terre contaminée, etc., au détour d'un chemin, qui me rappellent que quelque chose se passe ici, ces tas de sacs sont en train de disparaître, etc. Et donc, il faut que j'intègre dans mon analyse deux choses. D'abord, cette première chose qui est, il faut que je maintienne vive, pour moi, la sensation que bel et bien quelque chose se passe, alors même que les gens, 7 ans après, passent pas leur temps à parler de la catastrophe. Ils ne sont pas en supplication, effectivement. Et donc, on a à cœur de me montrer aussi d'autres choses, de me dire, il y a le temple là, et puis va voir ce coin, c'est très beau, le paysage est très beau. Et effectivement, je suis sans cesse mise dans cette position où j'oublie. Voilà. Et donc je me fais rattraper par mes propres... en me disant, qu'est-ce qui peut me ramener qui peut me ramener vif à cette chose qui est là quand même, mais que je ne vois pas, que je ne sens pas, etc. Parce que c'est un coin qui est en plus très très beau. Je crois que Augustin Berg connaît bien cette région-là aussi. Moi, je ne la connaissais pas et je suis tombée un peu en amour des paysages, etc. Et du coup, j'ai même un sentiment de paix et de nostalgie quand j'y suis pas et de paix quand j'y arrive. C'est-à-dire, alors, donc c'est très bizarre d'être pris. Et là, il y a aussi des relations avec ces disjonctions-là, temporelles et géographiques, qui sont aussi caractéristiques de l'Anthropocène. Et l'autre chose à laquelle je dois être très attentive et qui, là, pour le coup, j'ai pas de solution, c'est que les premières descriptions que j'ai ramenées de ce que
de ce que je voyais, de ce que j'avais partagé, les moments que j'avais partagés avec les gens, etc., écrasait par la force du quotidien, si vous voulez. À la fois, c'est ça que je voulais, c'est pouvoir décrire une description très dense, tous les petits détails, etc., de la vie, telle qu'elle va. Voilà. Et je suis revenue avec mes descriptions en me disant, là, ça écrase beaucoup, c'est-à-dire, comment est-ce que ces descriptions-là vont pas faire le jeu de gens comme les gens de lobby nucléaire, l'IRSN, qui vont dire, vous voyez bien qu'on peut vivre très bien avec la radioactivité, puisque vous le montrez. Et de fait, c'est pas ça que j'ai envie qu'on tire comme conclusion de ce que je vais écrire. Et donc là, pour moi, c'est devenu une question de méthode. Je n'écrirai rien tant que je n'aurai pas trouvé la méthode pour augmenter le sens de l'importance de ce qui compte dans ces situations, dans la situation telle qu'elle est aujourd'hui à Fukushima. Voilà. Je ne sais pas sur l'autre question, sur la question de la réponse fasciste post-catastrophe et tout ça. Bon, c'est de nouveau, qu'est-ce qui est là-dedans le probable possible, c'est une vraie question, je crois. Alors, pour le cas de l'Anthropocène, enfin, je prends l'idée de catastrophe, réchauffement climatique, etc. Alors là, c'est mon avis purement comme ça. Le problème, vraiment, un des problèmes de ce problème-là, c'est sa non-localité. On pose le problème de manière totalement non locale. Enfin, alors c'est un peu local parce que c'est quand même sur la planète Terre, mais je veux dire, il n'y a pas moins local comme manière de poser le problème que de dire c'est la planète, quoi. C'est l'Anthropocène, c'est Anthropos, c'est... on ne sait pas très bien qui c'est les hommes, enfin l'homme avec un grand H, les humains. Et en fait, on a très vite tendance, et c'est ça que je crois le film d'hier montrait aussi, on a très vite tendance à penser que la réponse, elle doit être globale aussi. Et je crois qu'il faut vraiment se méfier de cette tendance-là. Donc, parce que, alors, de nouveau, c'est pour ça que je dis c'est un peu mon avis, parce que c'est pas mécanique, mais si on attend une solution globale à un problème de cette ampleur-là et de ce problème-là, je mettrai de l'argent sur la table pour parier qu'il aura des tendances fascistes. Parce que si on attend que la catastrophe, enfin si on attend d'être sûr, ça veut dire qu'on attend que la catastrophe ait déjà commencé, c'est-à-dire qu'en fait elle ne s'arrêtera pas tout de suite parce que ce sera trop tard, on est mal parti. Et je crois que c'est ça que le problème nous pose vraiment comme problème. Et que donc en fait les solutions, elles doivent déjà maintenant se localiser. C'est-à-dire que les réponses seront sans doute pas les mêmes partout, elles devraient... bon, évidemment... De nouveau, ça peut être récupéré par les négociateurs qui sont à la COP21 et qui disent on ne doit pas faire tous la même chose, etc. Il y a un fond de vrai là-dedans, c'est que si on impose une solution globale sur la planète, il y en a qui vont trimer beaucoup plus que d'autres. Donc ça, effectivement, là, à mon avis, ce sera bien pire. Mais c'est mon avis. Oui, j'ai pas de questions, mais j'ai un témoignage à vous donner. J'ai eu la chance dans ma vie d'être ami avec Maurice Wilkins. Maurice Wilkins, on n'en parle pas, mais c'est un des 3 qui a eu le prix Nobel pour la découverte de l'ADN. Et Maurice Wilkins était un physicien qui a travaillé sur la bombe atomique. Et il était à Berkeley, et il est néo-zélandais, et il a travaillé donc sur la bombe atomique. Et après Hiroshima, il y a toute une partie des scientifiques qui sont partis, dont lui. Et il est parti en Angleterre, il a travaillé donc sur la cristallographie, je crois, qui a permis, enfin je passe les détails parce qu'il y a toute une histoire avec une physicienne qui était sa patronne ou sa collègue qui est morte et donc lui a récupéré, enfin bon, c'est un peu roman policier tout ça. Mais j'ai pu discuter avec lui, c'était quelqu'un que j'aimais beaucoup. Et lui, un jour, m'a dit... il n'aimait pas parler de cette époque de Berkeley et tout. Il parlait bien de l'ADN, tout ça, mais pas de Berkeley. Et un jour, il m'a dit, après Hiroshima, qu'est-ce que je pouvais faire d'autre, quoi, que de partir. Et je dis, ouais, mais le nucléaire, je lui dis, les centrales et l'électricité et tout. Il m'a dit, non, tout le nucléaire. Je me souviens, en anglais, il a dit, non, vraiment, c'était... Bon, c'est pas quelque chose qu'on abordait tous les jours avec lui, mais j'avoue que ce témoignage m'avait toujours impressionné, et de penser que justement la notion de progrès,
il pensait que ce n'était pas le progrès ce qu'il faisait, cette science-là. Mais le progrès, c'était l'ADN. Je pense que là, il a eu raison. En vous écoutant, je me disais que j'avais entendu des bribes de cette histoire ailleurs, et je pense que c'est dans le livre que je citais tout à l'heure, Quand la raison faillit perdre l'esprit, qu'il y a une grande partie sur, effectivement, sur cette histoire scientifique à Berkeley. Et, oui, ils sont un bon paquet de scientifiques qui ont quitté Berkeley. Et lui, Maurice Schoenking, a écrit un livre, mais il est mort juste au moment de l'apparition. Je ne pense pas qu'il l'ait traduit en français, mais je pense qu'il est paru en Angleterre, où il parle de toute cette période, bien sûr. Merci. Oui. Une observation, une remarque et une question concernant le fait que ça devient de plus en plus invisible. Est-ce que ça existe toujours, les blitz trip de Tokyo à Fukushima? Première question, remarque et question. Et enfin, en tant que toujours l'anthropologue, je crois que Sophie expliquera. La question, c'est concernant les objets. On parle des humains et des territoires, et les objets. Le compteur Gégère, par exemple, qu'est-ce que ça a changé dans cette relation entre les humains et leur façon d'habiter, de se nourrir, de vivre? Et est-ce qu'ils sont toujours, je ne sais pas du tout, mais est-ce qu'ils sont toujours utilisés aujourd'hui ou complètement abandonnés? Alors, ces Blitz Expedition qu'on avait utilisés, ça fait partie de notre petit vocabulaire collectif, là. C'est pour distinguer ce qu'on essaye d'entreprendre et qu'on a regroupé sous le terme complètement flou, exprès, de balade à Fukushima. C'est-à-dire de prendre le territoire à revers. C'est-à-dire, moi, je suis toujours ça m'énerve beaucoup quand j'entends dire oui à Fukushima, mais Fukushima, c'est une ville, c'est un département, c'est où à Fukushima? Comme je le mentionnais tout à l'heure, là, il y a Atowa, les gens n'ont pas été déplacés, puis juste derrière la colline, les gens ont été déplacés, c'est Fukushima, pareil. De quoi on parle exactement? Et donc, toujours d'insister sur toujours le fait de localiser vraiment. Et effectivement, à mesure des voyages, j'ai rencontré pas mal de gens qui... On ne peut pas donner forcément de mauvaises raisons, mais les gens ont envie d'aller voir. Et se font même un devoir moral d'aller voir, de se déplacer, de se dire je suis au Japon, voilà, je travaille à Tokyo, mais bon, il faut quand même que j'aille voir. Voilà. Il faut que j'aille voir les décombres du tremblement de terre et du tsunami, il faut que j'aille voir, il faut que je m'approche de la centrale, etc. Et au bout d'un moment, il y avait ce truc en train de se mettre en place. Je ne sais pas, je travaille... C'est-à-dire, je rencontre de temps en temps des gens... Je sais qu'ils font ce parcours-là, c'est-à-dire, et je sais qu'il y a des gens qui partent de France avec des projets, souvent c'est des projets artistiques, des compagnies de théâtre. Et, je veux dire, c'est sous de bonnes motivations. Mais du coup, ce qui se passe, c'est ça, on part de Paris, on arrive à Tokyo, ou on est à Tokyo, et on prend le train jusqu'à la ville de Fukushima, et à Fukushima, on loue une voiture, et ensuite on roule jusqu'au plus près possible de la centrale. On se fait un peu peur, quoi. Et après, on revient à Fukushima et on rentre le soir à Tokyo. Voilà. Et on dit, je suis un peu cynique là, mais c'est vrai que du coup, on avait appelé ça Blitz Expedition, avec ce truc-là qui aussi est assez typique des situations de catastrophe, c'est-à-dire les situations de catastrophe appellent à une forme de tourisme, de voyeurisme. On appelle ça le dark tourisme, le tourisme noir. À Tchernobyl, maintenant, c'est institué. Vous payez beaucoup moins cher maintenant que c'est institué, que des tours opérateurs se chargent de vous faire passer, etc. Avant, c'était beaucoup plus cher quand c'était illégal et tout, qu'il y avait besoin d'un passeur pour rentrer dans la zone, etc. Bon, là, il y a un peu de ça, voilà. Je racontais à Thibaut tout à l'heure en venant qu'il y a eu des Pokémon, une série de Pokémon rares qui étaient dans la zone interdite de Fukushima. Enfin bon, on peut pas empêcher ce genre de choses. Voilà. Donc là, l'idée, c'était en disant Blitz Expedition que nous, on va prendre le contre-pied de ça et qu'on va partir de très loin. On va se poser la question de quand est-ce qu'on y est, quand est-ce qu'on a le sentiment
quand est-ce qu'on a un marqueur, quelque chose qui nous appelle, quand est-ce on en repart. Et ce que je vous décrivais tout à l'heure, c'est voilà, quand on est en train de se promener dans la campagne en allant marcher jusqu'au temple, et dans cette balade-là, qui dure quelques heures, il y a des moments où on y est, il y a des moments où on n'y est plus, où on perd cette capacité d'attention par rapport à ce qui est advenu ou ce qui est en train d'advenir. Ça, c'est la première chose. Et puis, sur les compteurs Geiger, effectivement, c'est un autre point qui m'a beaucoup intéressée, c'est-à-dire qu'au début, j'ai suivi ça, j'ai suivi les instruments de mesure, notamment les compteurs Geiger, mais aussi les grosses machines installées par le gouvernement, etc. Et puis qu'au terme de quelques années, très vite en fait, les gens n'ont pas arrêté de mesurer. Alors ils mesurent, les sacs de riz sont tous mesurés, etc. Mais les gens, vous imaginez. C'est juste ça, imaginez-vous, qu'est-ce que ça veut dire de vivre en permanence avec un compteur. Voilà. Et alors, pour l'avoir fait aussi d'un point de vue totalement expérimental, c'est-à-dire pas en termes de physicien pour objectiver notre relation à l'espace, mais pour se dire, qu'est-ce que ça fait de marcher avec un compteur. Donc on a fait ça, on a marché avec un compteur. Et le compteur, ça monte, ça descend, si vous le mettez là, si vous le mettez là, ça bip des fois, c'est très... très troublant, on ne sait pas trop quoi faire de l'appréhension que ça nous donne de ce qui nous entoure. Voilà. Donc les compteurs Geiger, moi j'ai trouvé que c'était intéressant de rentrer par les instruments de mesure et puis d'en voir un petit peu la disparition progressive et de voir à la place aussi, c'est-à-dire ce que ça a éludé pour moi pendant un moment, j'ai pas vu qu'en fait, quand les gens étaient en train de mesurer, ils étaient aussi surtout en train d'observer ce qui se passait autour et donc ils avaient plus la posture de naturaliste, si vous voulez, ou d'éthologue. Voilà. Ils sont en train de regarder les flux, ils sont en train de regarder d'où vient l'eau, ils sont en train de regarder le vent, les feuilles, etc. Donc, il y a un savoir, si vous voulez, qui relève de l'intime, qui relève de la compréhension. Et ça, c'est les agriculteurs, les gens qui vivent sur place, qui ont cette connaissance-là. Ce qui fait que quand il y a des collaborations, et il y en a beaucoup entre agronomes, spécialistes de la radioactivité, par exemple, et agriculteurs, c'est pas les experts qui viennent de la ville pour dire aux agriculteurs ce qui est en train de se passer, mais il y a des échanges dans les deux sens, parce que les agronomes ont bien conscience qu'il n'y a que les agriculteurs et les gens qui vivent sur place qui ont cette connaissance totalement intime de tous les mouvements infimes qu'il faut connaître absolument, parce que c'est par là qu'on va comprendre comment circulent les radionucléides qui continuent à se balader, à bouger. Donc ils vont pas s'en aller, ils vont pas disparaître. Et donc dès qu'on est assez fiers, parce qu'on se dit on a amené une petite expérience qui fait que il y avait tant de radioactivité dans cet objet, je fais une expérience, après il y en a moins, et la question qui vient après c'est elle est partie où la radioactivité? Voilà. Donc elle est bien quelque part. Et il faut comprendre son éthologie en fait. Voilà. J'ai une question pour Madame Oudard. Non, c'est juste, je me demande en fait, tu vas pas un tout petit peu vite sur la première partie, enfin la première question, donc sur le fait d'aller voir la catastrophe. Enfin, c'est pas que je comprends tout à fait. Hein, je comprends tout à fait l'obscénité et en même temps, il y a quelque chose il y a quand même quelque chose qui se joue alors je sais pas comment l'appeler, mais dans le fait d'aller voir des lieux où des catastrophes ont eu lieu. Alors je crois que c'est une question de comment est-ce qu'on l'instaure, évidemment. Je veux dire, quand je vais voir les plages du débarquement de la Deuxième Guerre mondiale et qu'on a gardé des plages telles qu'elles étaient, ou même qu'on les entretient pour donner l'impression que c'est effectivement telles qu'elles étaient, etc. On peut me reprocher d'être un vulgaire touriste belge qui va en Normandie, mais j'ai pas l'impression de faire un truc extrêmement obscène. Et en même temps, j'ai l'impression de faire un travail qui a un rapport avec l'histoire. Enfin, je veux dire, alors je sais pas si c'est un travail de mémoire. On dit travail de mémoire, je sais pas très bien ce que ça veut dire, donc j'ai pas trop envie de qualifier ça comme ça. Mais il y a quand même un travail historique. Alors évidemment, donc la catastrophe du 11 mars, qui est à la fois le tsunami, tremblement de terre, et tout ça, c'est aussi terrible parce qu'il y a des gens qui filmaient sur le moment, l'eau en train de monter. Enfin, il y a plein de choses terribles. Que les gens hésitent, montrer, pas montrer, qu'est-ce qu'on fait pas, etc. Et donc il y a quand même sur le fait de rendre sensible ce qui se passe. Je crois que la question des lieux ne doit pas être évacuée comme ça en disant il faut y aller, c'est obscène. Y aller d'une certaine manière, ça pose plein de problèmes, mais en même temps ça parle aussi de notre fascination, de ce que c'est que de vouloir d'une certaine manière pas seulement voir, mais se sentir dans un espace. Enfin, je veux dire, alors moi j'y ai pas été, donc je ne sais pas, mais je peux très bien m'imaginer
qu'on recherche justement cette espèce de sensation d'être dépassé par l'ampleur de cette catastrophe, et de savoir, d'une certaine manière, de voir ce que c'est cette ampleur. Enfin, il y a quelque chose qui me semble quand même pas seulement obscène. Ouais. Après, il y a des choses, il y a des tas de choses obscènes qui ont été écrites autour de Fukushima, autour de gens qui vont pour voir et qui disent tout et sont. Enfin, voilà, je ne vais pas rentrer, je n'ai pas envie de il ne faut pas appeler ses ennemis à la table comme ça, mais donc je crois que il y a quand même cette question de qu'est-ce qu'on fait avec ce travail d'histoire, ce travail sur les lieux, ce travail sur les sensations, tout ça. Et je crois, pour terminer, que le travail artistique, je crois que c'est pas une question qu'on peut résoudre abstraitement, en fait. Et je crois qu'il y a certains artistes qui sont beaucoup plus doués, certainement que moi, en tout cas, pour poser ces questions-là. Qu'est-ce qu'on fait voilà. Oui, tu as tout à fait raison de me reprendre là-dessus. C'est vrai que c'est pas une question, c'est une question qui, c'est quelque chose qui me dérange. Mais effectivement, je suis cynique, mais c'est pas une résolution. Ça passe pas par une résolution. Et tout à l'heure, quand on en parlait justement dans la voiture en venant, je disais après tout, on entend ce qui se passe sur les zones de catastrophes qui deviennent touristiques, et puis on entend aussi tout ce qui se passe dans les zones de tourisme des grands sites qui deviennent des catastrophes parce qu'ils sont trop fréquentés, et tu dis bon, on pourrait peut-être répartir effectivement, et s'il y a des gens qui ont envie d'aller à Tchernobyl, et effectivement aussi pour prendre la mesure de se confronter à ça. Bon, mais on est en passe là, il y a des circuits qui commencent à s'institutionnaliser, c'est-à-dire, là, moi, la dernière fois j'y suis allée, on nous a emmenés dans une école où moi je me suis sentie un peu piégée, une école où les gens, heureusement, ont tous été sauvés, donc, l'histoire commence à se raconter, avec des panneaux qui indiquent un parcours, avec la hauteur de la vague, des histoires d'enfants qui ont été sauvés, tout est pour le mieux. Voilà. Cette année, il y avait un bus sur le parking. Je pense que l'année prochaine et les années suivantes, quand on y retournera, ça fera partie des lieux à visiter et il y aura 10 bus. Mais finalement, pourquoi pas aller tous à cet endroit-là et puis laisser... Enfin bon, j'ai pas de... je sais pas, ça me paraît... C'est pas une question super compliquée. Voilà, c'est une question très compliquée, effectivement. Oui. Je voulais vous demander, s'il n'y avait pas eu cette catastrophe nucléaire... quelle autre destination vous auriez choisi pour partir tous les ans ? C'est une très bonne question. Mais en fait, jusque-là, les terrains que je faisais étaient plutôt en ville, plutôt à Tokyo, et plutôt dans des endroits... j'ai l'habitude d'aller au Japon à peu près une fois par an, oui. Mais j'étais plutôt en ville, c'est-à-dire je me suis baladée à la campagne, mais aussi comme touriste, quoi. Sur les terrains, mes terrains, ça a été un laboratoire de biologie à Tokyo, une agence d'architecture, la préparation d'une exposition universelle sur laquelle j'avais pas mal suivi le travail des architectes, des urbanistes, des designers. C'est une grande spécialiste des mouches japonaises, surtout. Voilà. Alors là, évidemment, ce terrain-là, il introduit pour moi beaucoup, beaucoup de choses. C'est-à-dire, de fait, je n'ai jamais fait de terrain à la campagne. Voilà. Donc, je suis dans une situation qui, pour moi, est inédite, avec des types de relations dont j'ai pas. Donc, je rejoue tout depuis le début, en fait. Voilà. Là, j'apprends. Voilà. Oui. Oui, bonsoir. Je suis évidemment catastrophé par ce film qui nous renvoie à nos peurs très viscérales du nucléaire. Hein. Cela dit, je crains qu'en restant centré sur la question du nucléaire, qu'il soit civil ou qu'il soit militaire, on oublie un petit peu, ou on passe sous silence, la question de la violence générale entre les gens qui caractérise notre ère anthropocène. Et ces nucléaires, là, ces guerres nucléaires qui nous font tant de peur, en fait, masquent autre chose, qui est la peur de la violence et la peur de ne plus pouvoir vivre en sécurité, en quelque sorte. Et je dois dire que, parallèlement au
aux recherches qui sont faites dans le domaine du nucléaire. Toutes les recherches qui sont faites à l'heure actuelle sur l'armement qu'on dit conventionnel, entre guillemets, et qui est loin d'être conventionnel, en définitive, eh bien, elles me font tout aussi peur que ce que menace le nucléaire. Ouais. Et les bombes à neutrons, les missiles qui peuvent percer des kilomètres de terre, de bunkers, toutes ces armes-là qui sont en fait, qui font l'objet de recherches et qui mobilisent des capitaux faramineux et qui engendrent également des profits qui sont à la hauteur de ces recherches. Moi, ça me fout la trouille. Et je crois que l'Anthropocène, on n'en sortira pas si on ne traite pas non plus et si on n'est pas vigilant sur cette question de violence entre peuples, entre individus également. Et il faudra qu'on arrive à traiter cette question-là d'une façon ou d'une autre. Et comment on le fait, voilà la question. Moi, j'ai un espoir de réponse, c'est qu'il va falloir changer, en fait, toutes les règles de fonctionnement économique et politique entre les gens et entre les pays. Mais comment on y arrive ? Voilà. Et ce qui me fout la trouille aussi, c'est que nos dirigeants, en fait, par rapport à ça... Alors, il y a des gens qui réagissent. Je vois que, par exemple, Greenpeace, qui est allé escalader les clôtures des centrales nucléaires pour montrer qu'elles ne sont pas fiables du tout, que la sécurité, tout au moins, n'est pas fiable. Mais ceux-là, ils ont été attrapés facilement, puisqu'ils ne se sont pas cachés du tout, et ils sont traduits en justice. De la même façon, nos gouvernements sont en train de mettre en place une loi sur le secret des affaires, une loi qui peut permettre de poursuivre les gens qui sont des lanceurs d'alerte, etc. Et je vois que petit à petit, au lieu que la société civile puisse, et que le gouvernement favorise ça, que la société civile puisse réagir et mettre un peu les choses dans le sens convenable, et bien en définitive, ça joue à contre-courant. Donc, comment on sort de ça ? On ne sortira pas de ça, de l'Anthropocène, si on ne règle pas cette question-là. Merci d'en rajouter un peu, parce qu'on se sentait un peu léger. La soirée jusque-là était un peu... C'était un peu surfait. C'était un peu trop joyeux, finalement. Un peu trop joyeux. Alors, on n'a pas encore parlé d'autres pollutions, parce que... Bon. Alors, évidemment... C'est-à-dire qu'on ne peut pas, là, comme disait Nicolas tout à l'heure, je crois que, enfin, en tout cas, de notre point de vue de chercheur, je crois qu'on ne gagne pas à faire des réponses générales. Voilà. Et qu'il y a des collègues, par exemple, une des personnes avec qui j'ai la très grande chance de partir en balade à Fukushima, et une anthropologue qui s'appelle Elisabeth Claverie, qui travaille sur les crimes de guerre contre l'humanité. Elle a suivi les procès à La Haye. Elle était aux rencontres l'an dernier, ça tombe bien. Voilà. Donc elle est venue à Fukushima et j'en suis... et si vous voulez, voilà, ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire que pour moi, ça compte beaucoup d'avoir une femme comme elle qui, justement, a l'expérience de situations tout autres. C'est-à-dire, elle connaissait, c'était la première fois qu'elle venait au Japon, elle n'a pas travaillé sur le nucléaire, mais par contre, elle était capable, dans les endroits qu'on traversait, de déceler des formes de violence, justement, auxquelles j'étais pas sensible, de ne pas les avoir appréhendées sous cette forme-là. Elle me disait, mais là, c'est une scène de crime. Et c'est des crimes pas seulement entre les gens, mais entre les gens et les choses. Ça détruit, c'est des formes de violence, pas seulement entre les gens ou entre les groupes, mais aussi des formes de violence. C'est-à-dire, on rompt des logiques... des logiques relationnelles entre... que les gens ont avec leur environnement, avec les choses auxquelles ils étaient habitués, les choses qu'ils aimaient faire. Et ça, c'est aussi une violence. Voilà. Et donc, là, pour moi, il n'y a pas de réponse toute faite. Il y a effectivement des gens qui vont traiter avec la même sorte d'attention que j'essaye d'avoir pour la catastrophe de Fukushima ou que Nicolas a pour les situations comment on dit, d'électrosensibilité, donc de pollution aussi à des ondes, etc. La même attention, s'entourer de gens qui ont la même attention par rapport vis-à-vis de situations de guerre ou de post-guerre, etc. Voilà.
Mais on ne peut pas faire de réponse générale, évidemment. Je crois qu'on est tous, si on travaille, le travail de recherche qu'on engage, c'est aussi qu'on a cette forme de concernement, on va dire, et de peur aussi, oui. Merci. Il n'y a plus de questions ? Ben, merci beaucoup. J'espère qu'on n'a pas trop anticipé sur la séance, non pas de demain, mais d'après-demain, puisque ce sera consacré à Fukushima. Donc on aura l'occasion d'en reparler. Voilà, demain, on aura droit à un documentaire de 47 minutes aussi. Merci beaucoup. Merci à vous.